Ce cochon de Morin. Des contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Didier. Les contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Ce cochon de Morin. Première partie. A. M. Oudinot. Ça, mon ami, dis-je à la barbe, tu viens encore de prononcer ces 4 mots, ce cochon de Morin. Pourquoi diable n'ai-je jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitât de cochon? La barbe, aujourd'hui députée, me regarda avec des yeux de chat-huant. Comment? Tu ne sais pas l'histoire de Morin et tu es de La Rochelle? J'avouai que je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors la barbe se frotta les mains et commença son récit. Tu as connu Morin, n'est-ce pas? Et tu te rappelles son grand magasin de mercerie sur le quai de La Rochelle? Oui, parfaitement. Eh bien, sache qu'en 1862 ou 63, Morin alla passer 15 jours à Paris pour son plaisir, ou ses plaisirs, mais sous prétexte de renouveler ses approvisionnements. Tu sais ce que sont, pour un commerçant de province, 15 jours de Paris. Cela vous met le feu dans le sang. Tous les soirs des spectacles, des frôlements de femmes, une continuelle excitation d'esprit, on devient fou. On ne voit plus que danseuses en maillot, actrices décolletées, jambes rondes, épaules grasses, tout cela presque à portée de la main, sans qu'on ose qu'on puisse y toucher. C'est à peine si on goûte, une fois ou deux, à quelques mets inférieurs. Et l'on s'en va, le cœur encore tout secoué, l'âme émoustillée, avec une espèce de démangeaison de baisers qui vous chatouille les lèvres. Morin se trouvait dans cet état quand il prit son billet pour La Rochelle par l'express de 8h40 du soir. Et il se promenait plein de regrets et de trouble dans la grande salle commune du chemin de fer d'Orléans, quand il s'arrêta net devant une jeune femme qui embrassait une vieille dame. Elle avait relevé sa voilette, et Morin, ravi, murmura: « Bigre, la belle personne !» Quand elle eut fait ses adieux à la vieille, elle entra dans la salle d'attente, et Morin la suivit. Puis elle passa sur le quai, et Morin la suivit encore. Puis elle monta dans un wagon vide, et Morin la suivit toujours. Il y avait peu de voyageurs pour l'express. La locomotive siffla, le train partit. Ils étaient seuls. Morin la dévorait des yeux. Elle semblait avoir 19 à 20 ans. Elle était blonde, grande, d'allure hardie. Elle roula autour de ses jambes une couverture de voyage et s'étendit sur les banquettes pour dormir. Morin se demandait: qui est-ce? Et 1000 suppositions, 1000 projets lui traversaient l'esprit. Il se disait: on raconte tant d'aventures de chemin de fer, c'en est une peut-être qui se présente pour moi. Qui sait, une bonne fortune est si vite arrivée. Il me suffirait peut-être d'être audacieux. N'est-ce pas Danton qui disait: de l'audace et toujours de l'audace? Si ce n'est pas Danton, c'est Mirabeau, enfin qu'importe. Oui, mais je manque d'audace, voilà le hic. Oh, si on savait, si on pouvait lire dans les âmes. Je parie qu'on passe tous les jours, sans s'en douter, à côté d'occasions magnifiques. Il lui suffirait d'un geste pourtant pour m'indiquer qu'elle ne demande pas mieux. Alors, il supposa des combinaisons qui le conduisaient au triomphe. Il imaginait une entrée en rapport chevaleresque, des petits services qui lui rendaient, une conversation vive, galante, finissait par une déclaration qui finissait par ce que tu penses. Mais ce qui lui manquait toujours, c'était le début, le prétexte. Et il attendait une circonstance heureuse, le cœur ravagé, l'esprit sans dessus-dessous. La nuit cependant s'écoulait, et la belle enfant dormait toujours, tandis que Morin méditait sa chute. Le jour parut, et bientôt le soleil lança son premier rayon, un long rayon clair, venu de l'horizon,
sur le doux visage de la dormeuse. Elle s'éveilla, s'assit, regarda la campagne, regarda Morin et sourit. Elle sourit en femme heureuse, d'un air engageant et gai. Morin tressaillit. Pas de doute, c'était pour lui ce sourire-là, c'était bien une invitation discrète, le signal rêvé qu'il attendait. Il voulait dire, ce sourire: êtes-vous bête? Êtes-vous niais? Êtes-vous jobard d'être resté là comme un pieu sur votre siège depuis hier soir? Voyons, regardez-moi, ne suis-je pas charmante? Et vous demeurez comme ça toute une nuit en tête à tête avec une jolie femme, sans rien oser? Grand sot! Elle souriait toujours en le regardant, elle commençait même à rire, et il perdait la tête, cherchant un mot de circonstance, un compliment, quelque chose à dire, enfin, n'importe quoi. Mais il ne trouvait rien et rien. Alors, saisi d'une audace de poltron, il pensa: tant pis, je risque tout. Et brusquement, sans crier gare, il s'avança, les mains tendues, les lèvres gourmandes, et la saisissant à plein bras, il l'embrassa. D'un bond, elle fut debout, criant: au secours! Hurlant d'épouvante. Et elle ouvrit la portière, elle agita ses bras dehors, folle de peur, essayant de sauter, tandis que Morin, éperdu, persuadé qu'elle allait se précipiter sur la voie, la retenait par sa jupe en bégayant: madame, oh madame! Le train ralentit sa marche, s'arrêta. Deux employés se précipitèrent aux signaux désespérés de la jeune femme qui tomba dans leurs bras en balbutiant: cet homme a voulu me... Et elle s'évanouit. On était en gare de Mauzé. Le gendarme présent arrêta Morin. Quand la victime de sa brutalité reprit connaissance, elle fit sa déclaration. L'autorité verbalisa. Et le pauvre mercier ne put regagner son domicile que le soir, sous le coup d'une poursuite judiciaire pour outrage aux bonnes mœurs dans un lieu public. Deuxième partie. J'étais alors rédacteur en chef du Fanal des Charentes, et je voyais Morin chaque soir au Café du Commerce. Dès le lendemain de son aventure, il vint me trouver, ne sachant que faire. Je ne lui cachai pas mon opinion. Tu n'es qu'un cochon, on ne se conduit pas comme ça. Il pleurait, sa femme l'avait battu, et il voyait son commerce ruiné, son nom dans la boue, déshonoré, ses amis, indignés, ne le saluant plus. Il finit par me faire pitié, et j'appelai mon collaborateur Rivet, un petit homme goguenard et de bon conseil, pour prendre ses avis. Il m'engagea à voir le procureur impérial, qui était de mes amis. Je renvoyai Morin chez lui, et je me rendis chez ce magistrat. J'appris que la femme outragée était une jeune fille, mademoiselle Henriette Bonnel, qui venait de prendre à Paris ses brevets d'institutrice, et qui, n'ayant plus ni père ni mère, passait ses vacances chez son oncle et sa tante, braves petits bourgeois de Mauzé. Ce qui rendait grave la situation de Morin, c'est que l'oncle avait porté plainte. Le ministère public consentait à laisser tomber l'affaire si cette plainte était retirée. Voilà ce qu'il fallait obtenir. Je retournai chez Morin. Je le trouvai dans son lit, malade d'émotion et de chagrin. Sa femme, une grande gaillarde osseuse et barbue, le maltraitait sans repos. Elle m'introduisit dans la chambre en me criant par la figure: vous venez voir ce cochon de Morin? Tenez, le voilà, le coco. Et elle se planta devant le lit, les poings sur les hanches. J'exposai la situation, et il me supplia d'aller trouver la famille. La mission était délicate, cependant je l'acceptai. Le pauvre diable ne cessait de répéter: je t'assure que je ne l'ai pas même embrassé, non, pas même, je te le jure. Je répondis: c'est égal, tu n'es qu'un cochon. Et je pris 1000 francs qu'il m'abandonna pour les employer comme je le jugerais convenable. Mais comme je ne tenais pas à m'aventurer seul dans la maison des parents, je priai Rivet de m'accompagner. Il y consentit, à la condition qu'on partirait immédiatement, car il avait, le lendemain dans l'après-midi, une affaire urgente à La Rochelle. Et 2 heures plus tard, nous sonnions à la porte d'une jolie maison de campagne.
une belle jeune fille vint nous ouvrir